Vous avez sûrement déjà vu ça aux infos. Le gouvernement gaspille des milliards dans tel ou tel projet alors que le pays est déjà surendetté. Résultat, les gens paniquent, s'indignent. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que quasiment tous les pays du monde sont endettés. L'Inde, l'Allemagne, la Suisse, le Qatar, aucun n'y échappe. Même les nations les plus riches n'en sont pas exemptes. Le Japon, par exemple, doit 2 fois la valeur de son économie. Quant aux États-Unis, plus de 36 000 milliards de dollars de dette. Oui, vous avez bien entendu. C'est fou, non ? Alors, une question se pose. Pourquoi les pays sont-ils autant endettés ? Pourquoi ne se contentent-ils pas simplement d'imprimer de l'argent à volonté ? Et au fond, est-ce vraiment un problème d'avoir une dette nationale ? Mais surtout, s'ils empruntent, à qui doivent-ils tout cet argent ? Et est-il possible pour un pays d'être totalement sans dette ? Restez bien avec nous, on vous explique tout dans cette vidéo. Commençons par le début. C'est quoi exactement la dette nationale ? Quand on parle de la dette d'un pays, on parle en réalité de sa dette nationale, aussi appelée dette publique, dette souveraine ou dette de l'État. En clair, c'est la somme totale que le gouvernement central ou fédéral d'un pays doit à ses créanciers. C'est comme quand un particulier contracte un prêt parce qu'il a besoin d'argent, sauf qu'ici, c'est un État qui emprunte, généralement parce qu'il dépense plus qu'il ne perçoit en recettes. Mais contrairement à un individu qui va voir une seule banque, les gouvernements, eux, empruntent à une multitude de sources, d'autres pays, des institutions financières internationales et même leurs propres citoyens. Attention, quand on parle de dette nationale, on ne parle que de la dette du gouvernement central. Par exemple, la dette nationale des États-Unis correspond uniquement à celle du gouvernement fédéral. Elle n'inclut pas les dettes des États comme la Californie ou le Texas. Et ce n'est pas tout. La dette nationale ne comprend pas non plus les dettes privées des citoyens, comme les crédits à la consommation, les prêts étudiants ou les emprunts immobiliers. Maintenant que vous savez ce qu'est la dette nationale, la vraie question est pourquoi les pays empruntent-ils autant d'argent ? Pourquoi les gouvernements empruntent-ils de l'argent alors qu'ils pourraient simplement en imprimer davantage ? Eh bien, imprimer de l'argent à tout va donne l'illusion d'une richesse infinie. Résultat, les dirigeants dépensent sans compter, injectant des quantités massives de monnaie dans l'économie. Le problème, c'est que cette surabondance provoque une explosion des prix, ce qu'on appelle l'hyperinflation. L'économie s'effondre et la monnaie perd toute crédibilité. Les investisseurs et les pays étrangers fuient, la considérant comme du papier toilette. Ce scénario catastrophe n'est pas théorique. Il s'est déjà produit, notamment au Venezuela et au Zimbabwe. À l'inverse, emprunter de l'argent impose une certaine discipline, parce qu'un emprunt, ça vient avec des intérêts à rembourser. Cela pousse les gouvernements à gérer leurs finances de manière plus responsable. Alors pourquoi empruntent-ils exactement ? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, combler un déficit budgétaire. La principale source de revenus d'un État, ce sont les impôts. Mais parfois, ces recettes ne suffisent pas à couvrir les dépenses. C'est ce qu'on appelle un déficit budgétaire. Prenons un exemple simple. Si un gouvernement récolte 3 000 milliards de dollars de taxes, mais a besoin de 4 000 milliards pour financer l'éducation, la santé et les services publics, il lui manque 1 000 milliards. Que faire ? Réduire les dépenses ? Cela signifie moins de services, des écoles à l'abandon, des hôpitaux sous-financés. Hausser les impôts ? Cela alourdit la vie des citoyens et déclenche souvent des révoltes. Résultat, emprunter semble être la solution la plus facile et la plus politiquement acceptable. Deuxièmement, investir dans la croissance. Emprunter n'est pas toujours une mauvaise chose. Imaginez que votre pays ait besoin de routes, d'écoles, d'hôpitaux. Si le gouvernement refuse d'emprunter, il devra attendre des années pour épargner suffisamment. En attendant, les citoyens souffrent de routes dégradées, d'un système éducatif en ruine et d'une santé publique défaillante. En empruntant, l'État peut construire ses infrastructures immédiatement, améliorer la vie des citoyens et stimuler l'économie. Une économie plus forte génère plus de recettes fiscales, ce qui facilitera le remboursement de la dette à long terme. Troisièmement, faire face aux crises et aux situations d'urgence. Parfois, les États n'ont pas le choix. En cas de guerre, de catastrophe naturelle ou de pandémie, ils doivent agir vite. En 2020, par exemple, les États-Unis ont emprunté à eux seuls 3 800 milliards de dollars, soit environ 18% de leur PIB, pour financer les aides liées au Covid-19, chèques de relance, soutien aux entreprises, soins médicaux d'urgence. Sans cela, l'économie aurait plongé encore plus bas et des millions de personnes auraient perdu leur emploi. Quatrièmement, rembourser d'anciennes dettes. Oui, les gouvernements font aussi ça. C'est même une habitude bien ancrée.
Prenons un exemple. Un pays emprunte de l'argent en 2010 avec un remboursement prévu pour 2020. Mais arrivé à l'échéance, il n'a pas les fonds. Que fait-il ? Il emprunte à nouveau en 2020 pour rembourser la dette de 2010. Et le cycle recommence. Tant que la dette est bien gérée, ce n'est pas forcément un problème. Mais si elle devient incontrôlable, c'est le chaos. C'est exactement ce qui est arrivé au Sri Lanka, qui a fait défaut sur sa dette extérieure de 50 et 1 milliard de dollars en 2022. Résultat, crise politique, protestations massives, économie paralysée. Cinquièmement, réguler les taux d'intérêt et l'inflation. Parfois, l'État emprunte non pas par besoin d'argent, mais pour influencer l'économie. En émettant des obligations d'État, il peut retirer de l'argent de la circulation, ce qui freine l'inflation. A l'inverse, s'il emprunte pour injecter de l'argent, cela stimule la croissance. C'est un outil de politique monétaire. Bien sûr, c'est plus complexe que ça, mais l'idée générale est là. Maintenant qu'on sait pourquoi les pays empruntent, une autre question se pose. Qui leur prête tout cet argent ? Alors, qui prête tout cet argent au pays ? Parce qu'on parle de centaines, parfois de milliers de milliards. Quelle banque possède de telles sommes ? En réalité, les gouvernements ne s'adressent pas à une seule source. Ils empruntent à 3 grandes catégories. Les prêteurs nationaux, les prêteurs étrangers et leur propre banque centrale. Commençons par les prêteurs nationaux. Et oui, vous pouvez prêter de l'argent à votre propre pays. Cela s'appelle acheter des obligations. Quand vous achetez une obligation d'État, vous prêtez de l'argent au gouvernement, qui vous le rendra avec des intérêts. Des citoyens américains peuvent ainsi acheter des bons du Trésor des États-Unis. Mais ce n'est pas réservé aux particuliers. Des banques commerciales américaines comme Bank of America peuvent elles aussi en acheter. Des fonds d'investissement, des fonds de pension, des compagnies d'assurance, même certaines entreprises s'en servent comme placement sécurisé. Et ce n'est pas tout. Des organismes publics aussi achètent des obligations. C'est ce qu'on appelle la dette intra-gouvernementale. Par exemple, la sécurité sociale américaine peut investir son excédent dans des bons du Trésor afin de générer des intérêts et financer davantage de prestations sociales. En mars 2025, la dette intra-gouvernementale des États-Unis représentait environ 7 300 milliards de dollars, soit 20% de la dette nationale totale. Deuxième catégorie, les prêteurs étrangers. Les étrangers aussi peuvent acheter des obligations d'un pays. Un citoyen ou une banque allemande, par exemple, peut acheter des bons du Trésor américain. Des États étrangers le font aussi. Ils préfèrent cependant investir dans des économies stables. Le Japon et la Chine, par exemple, figurent parmi les plus gros détenteurs de la dette américaine, avec respectivement environ 700 milliards et 1000 milliards de dollars en bons du Trésor. Mais lorsqu'un pays est économiquement fragile, les prêteurs étrangers hésitent. Ils craignent que ce pays ne soit pas en mesure de rembourser. En cas de défaut, les investisseurs perdent leur mise et il n'y a aucun moyen simple de se faire rembourser. Dans ce cas, les États fragiles passent souvent par des prêts directs dans lesquels les créanciers peuvent imposer des conditions strictes et mieux garantir leur remboursement. Pour financer des projets d'infrastructure à long terme, ils se tournent vers des institutions comme la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement ou d'autres banques régionales. Ces prêts, souvent à taux réduits, permettent de financer des routes, des écoles, des centrales électriques, mais imposent aussi des conditions strictes. Mais quand un pays est totalement en crise, en faillite, et que plus personne ne veut lui prêter, il se tourne vers le Fonds monétaire international, le fameux FMI. Le FMI, c'est le prêteur de dernier recours. Il n'investit pas dans des projets, mais accorde des prêts d'urgence pour éviter l'effondrement financier. Les taux d'intérêt sont faibles, mais les conditions sont drastiques. Hausse des impôts, coupes budgétaires, privatisation d'entreprises publiques, des mesures qui déclenchent souvent des protestations et aggravent la situation sociale. La Grèce, l'Argentine et l'Indonésie en ont fait l'amère expérience. Troisième source de financement, la banque centrale du pays lui-même. En théorie, un gouvernement peut emprunter à sa propre banque centrale. C'est ce qu'on appelle la monétisation de la dette. La banque centrale imprime de l'argent et achète les obligations du gouvernement. Mais cela comporte des risques. Une impression excessive de monnaie peut provoquer une dévaluation de la devise, voire de l'hyperinflation. Aujourd'hui, la plupart des pays évitent ce mécanisme direct. En revanche, leurs banques centrales peuvent toujours acheter des obligations, mais indirectement en les rachetant à des banques commerciales qui les avaient achetées avant. Ce processus sert essentiellement à réguler les taux d'intérêt et l'inflation, pas à financer directement le gouvernement.
Voilà donc comment un pays peut emprunter, en combinant prêteurs domestiques, étrangers et soutien indirect de sa banque centrale. Maintenant qu'on sait qui prête de l'argent aux États, une nouvelle question se pose. Est-ce qu'avoir une dette nationale est forcément mauvais ? Alors, est-ce que la dette nationale, c'est forcément une mauvaise chose ? Eh bien, pas forcément. Tout dépend de la façon dont elle est utilisée et surtout de la capacité du pays à la gérer correctement. Si la dette est bien utilisée, elle peut même être bénéfique. On l'a vu. Quand les gouvernements empruntent pour construire des infrastructures ou pour soutenir l'économie en temps de crise, comme pendant le Covid-19, cela peut stimuler la croissance et protéger des millions d'emplois. Tant que le niveau de dette reste maîtrisé, il n'y a pas de problème. Mais si l'endettement devient incontrôlable, là, c'est une autre histoire. Un pays qui emprunte sans arrêt uniquement pour rembourser ses dettes passées entre dans ce qu'on appelle un piège de la dette. Plus la dette augmente, plus les intérêts à rembourser grignotent le budget. Résultat, l'État dépense davantage pour payer les intérêts que pour financer des services essentiels comme la santé ou l'éducation. Et si les investisseurs perdent confiance, ils doutent de la capacité du pays à rembourser. Cela fait baisser sa note de crédit. Oui, comme vous avez un score auprès de votre banque, les pays aussi ont une note de solvabilité. Et si cette note est mauvaise, les prêteurs demandent des taux d'intérêt plus élevés. Cela rend la dette encore plus chère, voire impossible à rembourser, ce qui peut conduire à un défaut de paiement. C'est exactement ce qui est arrivé au Sri Lanka, qui a fait défaut en 2022, provoquant une crise économique majeure et des manifestations dans tout le pays. Mais alors, à partir de quand une dette devient-elle trop élevée ? Il n'y a pas de seuil universel, mais un bon indicateur est le ratio dette-PIB, c'est-à-dire la proportion entre la dette totale d'un pays et la taille de son économie. Par exemple, un ratio de 60% signifie que, pour un PIB de 100 milliards, le pays doit 60 milliards. Beaucoup d'économistes considèrent qu'un ratio de 60% ou moins est raisonnable, mais ce n'est pas une règle absolue. Certains pays, comme les États-Unis, ont même instauré une limite légale de dette, qu'on appelle le plafond de la dette. En théorie, ce plafond empêche l'État de s'endetter indéfiniment. Mais en pratique, à chaque fois que le plafond est atteint, le Congrès américain vote son relèvement, pour éviter un défaut de paiement. Autrement dit, cette règle est surtout symbolique. Alors, on comprend mieux que la dette n'est pas forcément mauvaise, à condition qu'elle reste sous contrôle. Mais une question persiste. Est-il possible pour un pays d'être totalement sans dette ? On y répond tout de suite. Alors, un pays peut-il vraiment être totalement sans dette ? Techniquement, oui. Mais en réalité, presque aucun pays au monde n'est totalement exempt de dette. Et pour la plupart des économies, ce n'est même pas souhaitable. Y a-t-il un pays avec zéro dette ? La réponse est simple, non. Tous les pays du monde ont au moins un peu de dette. Le seul exemple qui s'en approche est Macao. Mais attention, Macao n'est pas un pays indépendant, c'est une région administrative spéciale de la Chine. Donc, elle ne compte pas comme un État souverain. Macao peut se permettre de ne pas avoir de dette pour plusieurs raisons. C'est minuscule, avec à peine 700 000 habitants et une superficie 2 fois plus petite que Manhattan. Et surtout, Macao gagne des milliards grâce à ses casinos, qui rapportent plus que ceux de Las Vegas. Mais soyons honnêtes, on ne peut pas transformer les États-Unis en immense parc de jeux d'argent juste pour rembourser la dette. Et même si un pays pouvait se débarrasser de toute sa dette, la plupart ne le souhaitent même pas. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a vu, la dette bien gérée peut être bénéfique. Pour atteindre une dette zéro, un État devrait réduire drastiquement ses dépenses ou augmenter fortement les impôts. 2 mesures très impopulaires qui freineraient la croissance économique et déclencheraient, sans doute, de vives protestations. Et ce n'est pas tout. Ne plus avoir de dette signifie aussi ne plus émettre d'obligations d'État. Or, ces obligations sont essentielles au bon fonctionnement de l'économie. Elles servent d'actifs sûrs pour les fonds de pension qui les utilisent pour faire fructifier l'épargne des retraités. Sans ces titres, les fonds seraient obligés de se tourner vers des investissements plus risqués, rendant les retraites moins sûres et les marchés financiers plus instables. En résumé, la dette est une arme à double tranchant. Bien utilisée, elle permet à un pays de croître, de se développer et d'aider sa population. Mal utilisée, elle peut mener à la faillite, à la crise et au chaos. Donc, la prochaine fois que quelqu'un vous demande « Pourquoi notre pays est-il endetté ?», vous saurez répondre « Ce n'est pas la dette le vrai problème, c'est la manière dont elle est gérée. » Et si vous vous demandez encore pourquoi certains pays supportent très bien une dette énorme pendant que d'autres s'effondrent, eh bien, c'est un sujet pour une prochaine vidéo.